Bienvenue à nouveau sur le podcast. Aujourd'hui, nous enregistrons en personne et je suis accompagné de Sayed M. Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. La raison pour laquelle je tenais vraiment à m'entretenir avec vous aujourd'hui concerne le nouveau plan de paix durable de Trump. Ce plan en 20 points censé apporter la paix à Gaza. Que pensez-vous de cet accord, tant sur son contenu que sur la probabilité qu'il soit réellement accepté par les Palestiniens? Parce que d'après ce que j'ai entendu, Netanyahou l'a immédiatement approuvé, ce qui devrait peut-être nous inquiéter. Mais j'en ai lu des passages parce que, vous savez, je suis assez occupé ici. En fait, c'est moi qui devrais vous poser les questions. C'est la première fois que nous sommes ensemble, donc je devrais être « tu es plus informé que moi », donc je devrais poser des questions. Mais je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'une forme de capitulation. D'après ce que j'ai lu, c'est très déséquilibré. Et puis nous avons vu la déclaration de Netanyahou en hébreu par la suite, où il a essentiellement dit « nous ne quitterons pas Gaza ». Je ne pense pas que le Hamas va l'accepter. Je pense que ce n'est qu'un prétexte pour rejeter la faute sur la résistance et les Palestiniens pour de nouveaux effusions de sang. Mais cela ne fonctionne pas. Le monde a changé. L'opinion publique aux États-Unis a radicalement évolué. Nous voyons les nouveaux sondages qui sont sortis, républicains, démocrates, soutien à Israël, ça s'effondre, ça se vide à une vitesse impressionnante. Et je pense que plus cette guerre dure, plus elle s'aggrave. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être. Je pense que c'est permanent. Donc j'imagine que le Hamas ne la rejettera probablement pas, mais il pourrait dire que certains changements doivent être apportés et le régime israélien ainsi que les Américains ne l'accepteront pas. L'un des points qui m'a vraiment marqué, c'est ce conseil de paix qu'il faudrait instaurer, quelqu'un pour gouverner les Palestiniens au lieu de les laisser se gouverner eux-mêmes. Qui pourrait être la meilleure personne sur cette planète pour faire cela? Eh bien, pour moi, j'ai presque vu cela comme maître, oui, Tony Blair. Ça ne pourrait pas être pire. Comment expliquer cela? Je veux dire, pas seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les centaines de milliers de vies arabes qu'il doit avoir sur la conscience. Maintenant, il est censé gouverner les Palestiniens. Je veux dire, on dirait presque qu'ils ont inclus cela uniquement pour s'assurer que les Palestiniens ne puissent pas l'accepter. Et je sais que tu le sais, qu'il ne se soucie pas des Palestiniens, ni des vies irakiennes, ni d'aucune des vies qu'il a détruites. Et je pense que les États-Unis sont complètement déconnectés de la réalité. On l'a vu lorsqu'ils ont lancé la guerre contre l'Iran. Ils pensaient que l'Iran s'effondrerait. Cela montre simplement que contrairement à ce que l'on pense souvent, ou à ce qu'on nous dit, ou à ce à quoi on nous conditionne à croire, que leurs services de renseignement sont formidables et qu'ils comprennent bien le monde. Je ne pense pas que ce soit le cas. Lorsque le régime israélien a attaqué, je pense que toi et moi en avons déjà parlé, il m'a été évident dès le tout début, même pendant ces premières heures où ils ont subi de lourdes pertes, qu'ils ont frappé des immeubles résidentiels et tué des généraux, des universitaires et des scientifiques. Et il n'y avait pas encore eu de représailles. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Et pour beaucoup d'autres, je sais qu'il y avait de l'inquiétude pour l'avenir, mais ils pensaient que l'Iran était sur le point de s'effondrer. Ils avaient fait des plans et mené des discussions sérieuses, mais leur compréhension est faussée par ces soi-disant experts qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et je pense qu'il en va de même pour toute notre région. Tu sais, Glenn, au Maroc, il y a eu d'énormes manifestations il y a quelques jours en soutien aux Palestiniens.
Mais il ne s'agit pas seulement de la Palestine. Les griefs contre le régime au Maroc sont énormes. Ce qui se passe, c'est que toute cette situation à Gaza alimente la colère dans toute la région. Et vous savez que cela affecte tous les pays du camp américain, du Qatar au Maroc, de la Turquie à l'Arabie saoudite. Ils sont tous dans le camp américain. Les gens sont de plus en plus frustrés. Donc les Américains poussent cela dans une direction très dangereuse. Je ne pense pas que les Israéliens s'en soucient, ou du moins pas Netanyahou, mais les Américains devraient s'en soucier, car cela pourrait devenir très explosif. Lorsque le printemps arabe a eu lieu, personne, ou très peu de gens, ne pensaient que le monde arabe s'effondrerait, ou que les régimes s'effondreraient comme ils l'ont fait. Aujourd'hui, la situation est bien plus coûteuse et les problèmes sont bien plus graves. C'est donc leur propre erreur de calcul. Ils interprètent mal la situation, en particulier cette administration, l'administration Trump, en proposant un nom comme celui-là. Parce que s'il y a bien un nom qu'on ne devrait pas retenir, c'est Tony Blair, après ce qu'il a fait en Irak. Cela vient de Bush, de Blair. Regardez simplement ces deux noms, ils nous tiennent vraiment en haleine. Mais je veux aussi souligner que cela ne semble même pas être dans l'intérêt d'Israël, car comme vous l'avez dit, ils perdent des amis et des alliés en Europe et même aux États-Unis. Leurs adversaires sont désormais encore plus enragés. Ils prennent des mesures plus audacieuses pour attaquer, pour défier les Israéliens. Et tous les gouvernements qui essayent d'ignorer les plaintes de leur propre population, comme nous l'avons mentionné, de la Turquie à l'Égypte. Il leur devient de plus en plus difficile de maintenir des relations différentes avec Israël. Donc j'ai du mal à voir pourquoi il serait même dans leur intérêt de faire traîner les choses. Mais cela me fait me demander, pourquoi les Israéliens ont-ils sauté sur cette occasion si rapidement? Eh bien, ils ont probablement joué un rôle dans l'élaboration de la proposition avec les Américains. Mais selon toi, qu'est-ce qui les attire là-dedans? Penses-tu qu'ils partent simplement du principe que les Palestiniens vont la rejeter, pour pouvoir, comme le fait Zelensky, dire « Oh, nous voulons un cessez-le-feu inconditionnel », parce qu'ils savent que les Russes ne peuvent pas l'accepter? Organisons une rencontre uniquement entre Zelensky et Poutine avant que quoi que ce soit n'ait été convenu, ce que personne ne prend au sérieux. Ainsi, ils pourront dire « Eh bien, nous voulons la paix ». Les Russes, manifestement non. Est-ce un contrôle du récit? Parce que l'objectif est de donner l'impression de vouloir la paix, mais en réalité cela contourne Gaza. Voilà ce qui se passe ici. Je pense que c'est une combinaison des deux. Je crois qu'il y a une part de vœux pieux. Mais aussi, je pense qu'en grande partie, beaucoup reconnaissent que les chances que ça soit accepté sont très faibles. Juste avant que nous commencions la conversation, j'ai vu qu'apparemment Netanyahou avait imposé quelques modifications. Donc, dès le début, il était clair qu'il s'agissait d'un accord de capitulation. Et après ces modifications, ce sera encore pire. Donc je ne pense pas que ça mènera quelque part. Le simple fait que Trump ait de nouveau menacé le Hamas, à mon avis, montre qu'il y a beaucoup de scepticisme quant à leur acceptation. Mais il l'a déjà fait auparavant. Il a menacé le Hamas à de nombreuses reprises, menaçant de les anéantir. Et vous savez, les discours génocidaires venant de la Maison-Blanche ne sont pas nouveaux. Mais je ne pense pas que cela serve à quoi que ce soit. Vous savez, la machine de propagande israélienne ne fonctionne pas. Ils étaient les meilleurs autrefois. Pour moi, ils ont toujours été sinistres, mais ils savaient comment jouer le jeu. Mais il semble, ce n'est pas seulement qu'ils perdent la main. Il semble, je ne sais pas, je crois que je t'ai montré ce court extrait de ces deux-là.
Ils sont capables de nous répondre. Je veux dire, ça ne pourrait pas être pire que ce clip avec l'Afro-Américain et la dame. Vous voyez, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était comme s'il ridiculisait le régime israélien et les sionistes. Donc les choses ont changé. Et pour revenir à ce que vous disiez plus tôt, les intérêts de Netanyahou ne sont pas ceux du régime israélien. Netanyahou poursuit ses propres intérêts. Et ses partenaires de coalition sont des fanatiques. Donc je ne pense pas que le régime comprenne les dégâts que ça cause à Israël. Et probablement que Netanyahou, lui, le comprend. Il est plus intelligent que le reste de ses partenaires de coalition. Mais je pense que Netanyahou se bat essentiellement pour sa propre survie, sa survie politique et sa propre liberté. Parce que si la guerre se termine, s'il y a une opportunité d'apaiser le conflit, alors sa coalition pourrait s'effondrer et il pourrait aller en prison. Donc je ne pense pas qu'il se soucie vraiment du régime. Il se soucie de rester au pouvoir, de maintenir le conflit. Mais il est en train de détruire Israël, je pense. D'accord. C'est toujours dangereux lorsque des États se mettent dans cette situation de tout ou rien. C'est ce qu'Israël a fait maintenant. Ils voient ici une possibilité. Ils peuvent éliminer l'Iran, rayer Gaza de la carte et créer un grand Israël. D'un autre côté, s'ils échouent, vous savez, ils ont tout misé là-dessus. Très mal joué. Maintenant, chaque fois que des pays se retrouvent dans cette situation de tout ou rien, ils font souvent des choses radicales. Ils sont prêts à prendre d'énormes risques qu'ils n'auraient pas pris autrement. Donc il est difficile de voir la question de Gaza isolément. Aviez-vous prévu une nouvelle attaque contre l'Iran? Oui. Je pense que c'est presque... Enfin, on ne peut jamais rien affirmer avec certitude, mais je suis assez sûr qu'il y aura une attaque. Certains disent que c'est imminent. D'autres pensent que ce sera plus tard. Une attaque contre l'Iran, si elle ne se produit pas bientôt. D'après ce que j'ai compris, cela deviendra plus difficile dans les prochains mois parce que ce sera l'automne. Et ce genre de météo n'est pas favorable aux avions ni aux opérations militaires menées par une force aérienne. Donc je ne sais pas, je ne suis pas un expert, mais je pense vraiment que c'est presque inévitable à un moment donné. Mais je ne pense pas. Je pense que cela va mal finir pour les Israéliens, tout comme j'étais convaincu que cela finirait mal pour Simran. Je veux dire, quand on regarde les médias occidentaux et les élites occidentales, les Israéliens affirment avoir gagné sur tous les fronts et être aux commandes. Mais où sont-ils vraiment aux commandes? Ils n'ont pas réussi à prendre Gaza après 2 ans. Le 7 octobre approche à grands pas. Ils étaient censés en finir en quelques semaines, mais cela fait 2 ans. Ils ont massacré des centaines de milliers de personnes. Ils ont poussé les gens et tué les survivants dans un coin, mais ils n'ont pas pu dire qu'ils avaient pris Gaza. Ils ont détruit leur image. Ils sont détestés dans le monde entier. Je pense que c'est probablement la principale raison pour laquelle je considère tout cela comme une défaite pour le régime israélien. Ils n'ont en aucun cas vaincu le Yémen, ni les Américains, ni les Israéliens. Ils n'ont pas vaincu le Liban. Ils n'ont pas vaincu le Hezbollah. Et je pense que les gens apprécient de plus en plus le Hezbollah parce qu'ils voient maintenant comment les États-Unis, leurs alliés au Liban, le Premier ministre, le président, tous sous la pression étrangère des Saoudiens, de la Turquie, du Qatar, des Américains, de l'OTAN, exercent tous des pressions pour forcer le Hezbollah à abandonner ses armes. Cela montre donc que le Hezbollah n'est pas comme le Hamas. Le Hezbollah est entouré, vous savez, d'ennemis de la résistance, d'ennemis du peuple palestinien, en fait. Mais ils tiennent toujours bon. Je pense que les gens, par le passé, ne savaient pas vraiment à quel point il était difficile pour le Hezbollah de se battre. Ils avaient l'impression que le Hezbollah contrôlait le Liban. Ce n'a jamais été le cas.
Ils ont plus de la moitié de la population de leur côté, provenant de différents groupes religieux, ethniques et de différentes confessions. Mais ils n'ont jamais contrôlé le gouvernement, et le gouvernement a toujours été hostile. Mais le Hezbollah est inébranlable, donc les Israéliens ne se sont pas débarrassés du Hezbollah. Le seul cas où ils ont réussi, c'est en Syrie. Mais lorsque la Syrie est d'abord tombée, je l'ai peut-être déjà dit dans l'émission, j'ai dit que c'était une victoire tactique pour le régime israélien. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un échec stratégique, et je le crois toujours. On prédisait qu'Assad allait pencher du côté américain. On l'a vu avec Petraeus. C'était extraordinaire, extraordinairement embarrassant. C'était embarrassant à regarder pour moi. J'avais l'impression que c'était, vous savez, irregardable. Mais je pense que cela a révélé la réalité de la Syrie. Et pour moi, la chose la plus importante dans notre région et au-delà, c'est que les gens se réveillent face à la réalité. Ainsi, le régime israélien est désormais méprisé. Et ce qui s'est passé au Liban, les conspirations contre la résistance ont maintenant été dévoilées. Ceux qui ne veulent pas croire que la sale guerre en Syrie était un projet de la CIA depuis le premier jour, fermant intentionnellement les yeux parce que c'est tellement évident. Nous voyons comment Bachar, Erdogan et son ministre des Affaires étrangères, Çavuşoğlu, ont rencontré des sionistes et ont rencontré, vous savez, le pire du pire. Et les gens que nous, Palestiniens, méprisons. Et je pense que Sayed Hassan Nasrallah a été réhabilité. À moins que quelqu'un veuille garder les yeux fermés, tout le monde sait désormais ce qui se passe. Et cela renforce le statut de la résistance. Car pendant très longtemps, l'Occident, les fatahistes, les Turcs, les Saoudiens, tous ces pays d'Asie occidentale ont diabolisé la résistance pendant de nombreuses années. Le Fatah avait un rôle particulier en Turquie. Mais maintenant, je pense que les gens voient clair à travers tout cela. Ainsi, le Yémen aujourd'hui, ils sont perçus comme des héros dans leur rôle difficile. Le Hamas est vu comme résilient. Le Hezbollah est considéré comme réhabilité. Et il a aussi fait d'énormes sacrifices. Donc, même si le prix à payer a été lourd, je pense que le fait que les gens prennent conscience de la réalité de ce qui se passe en Asie de l'Ouest est la chose la plus importante pour le changement. Sans une prise de conscience croissante des faits réels sur le terrain, de la réalité sur le terrain, il ne peut jamais y avoir de solution. Et je pense que c'est le début du chemin vers une forme de solution pour la région. La perte du récit, pour moi, semble très importante ici, car la propagande politique exploite les faiblesses de la nature humaine. Nous avons toujours tendance, en nous organisant en groupes, à penser en termes de groupes d'appartenance et de groupes extérieurs. Tant que l'on peut identifier nous comme les bons et l'adversaire comme les méchants, rien d'autre n'a vraiment d'importance. Vous pouvez envahir, et au moins vous y apportez votre liberté. Ainsi, les faits disparaissent un peu à l'arrière-plan. C'est l'idée principale. En Europe, tout est requalifié soit en démocratie libérale, soit en autoritarisme. Et en effet, nous ne pouvons rien faire de mal, et les adversaires ont toujours tort. Mais au Moyen-Orient, la guerre contre le terrorisme a toujours bénéficié d'un cadre commode, car comme le disait Bush, nous représentons la civilisation et eux sont les terroristes. Là encore, c'est une approche simpliste du bien contre le mal. Je pense que là où cela a dérapé, c'est que tous les opposants au Moyen-Orient sont qualifiés de terroristes. Donc, le Yémen, l'Iran, le Hezbollah, ils sont tous des terroristes. Mais maintenant, lorsque vous avez, comme vous le dites, l'ancien chef de la CIA entretenant cette bromance avec Al-Jolani, encore une fois, un ancien dirigeant d'Al-Qaïda, ils sont là, assis en train de dire « Oh, nous étions autrefois dans des camps opposés. Mais vous savez, pas vraiment, mais oui. » Bref, ils sont là. Ils coopèrent désormais. Et puis de l'autre côté,
Il voit le peuple de Gaza se faire massacrer dans un génocide. Il voit, oui, Allah combattre, le Yémen aussi se lever alors qu'il est attaqué. Toute la narration semble changer. Il n'est plus aussi facile de raconter cette histoire de peuple civilisé contre barbares. Et c'est aussi un récit à plusieurs niveaux. Car, tandis que l'Occident le présentait dans les cercles politiques comme une lutte entre le bien et le mal, dans notre région, la même chose était faite par ce puissant média, essentiellement financé par la richesse pétrolière et gazière. Pendant les 7 années de génocide et de guerre menées par les Saoudiens et les Émiratis contre le Yémen, ils ont bénéficié du soutien de l'Occident collectif, ainsi que de la Turquie, du Qatar et de tous les autres pendant qu'ils perpétraient le génocide. Et l'ensemble des médias arabes étaient hostiles au Yémen. Beaucoup de gens ordinaires n'aimaient pas Ansar Allah parce qu'ils étaient influencés par le récit dominant. Mais ensuite, bien sûr, le Qatar et la Turquie se sont éloignés à cause du blocus et de tout cela. Ce qui a changé, c'est lorsque le Yémen s'est levé pour Gaza. Soudainement, tous ces récits construits pendant des années ont été détruits. Et maintenant, le Yémen est perçu comme héroïque. Ou, pour revenir au Liban, les Qataris, Erdogan, les Saoudiens et d'autres ont essayé. L'Arabie saoudite s'est quelque peu éloignée du wahhabisme et du salafisme, contrairement au Qatar, car la religion officielle du Qatar est le wahhabisme. Mais les Saoudiens et Mohammed Ben Salman s'en sont partiellement détournés. Quoi qu'il en soit, ils ont tenté de présenter le Hezbollah comme l'ennemi et de le dépeindre comme une menace. Il est connu depuis le tout début qu'il combattait pour empêcher la Syrie de tomber entre les mains des Américains. Ce récit s'est également effondré, car les gens du monde entier voient désormais la Syrie telle qu'elle est réellement. Des amis à moi, des personnes que toi et moi connaissons, ont changé de position sur la Syrie. Donc, les gens commencent à ouvrir les yeux. Le Hamas était autrefois un outil pour frapper le peuple palestinien. Même aujourd'hui, en Occident, ils l'utilisent aussi. Mais les gens commencent de plus en plus à voir le Hamas sous un autre jour, car ils se réveillent face à la réalité. C'est un peu comme pendant les années 1960 aux États-Unis. Les gens soutenaient la guerre du Vietnam. Puis, petit à petit, quand les cercueils ont commencé à arriver et que les gens ont commencé à lire des informations sur le Vietnam, ils se sont rendus compte que l'histoire du Vietnam n'était pas exactement celle qu'on leur avait racontée. À mesure que le mouvement anti-guerre prenait de l'ampleur, de plus en plus de personnes comprenaient que non, ce Vietnam n'est pas le Vietnam dont on nous parle, qu'il faut y aller et se battre, qu'ils sont communistes et qu'ils sont l'ennemi. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe dans notre région. Les gens voient à la fois la résistance sous un autre jour, et ils perçoivent le régime israélien différemment. Ainsi, ni les médias arabes, financés par le pétrole et le gaz, ni les médias occidentaux n'ont l'impact qu'ils avaient auparavant. Et j'irais même jusqu'à dire que ces régimes mettent de plus en plus nos amis en danger, car si l'un d'entre eux rencontre des difficultés, alors je pense que tout peut arriver. J'ai aimé ce que vous avez dit sur l'incapacité à garder le contrôle du récit, parce que, concernant la Syrie, notre principal argument était, enfin, c'est ce que je faisais valoir, où sont les preuves qu'Assad possède ces armes chimiques? Parce qu'il semble toujours les utiliser justement au moment où vous savez il est en train de gagner. Oui, c'est à ce moment-là qu'il invite une intervention étrangère. Mais vous savez, tout cela fait de moi un assadiste, et je nie l'existence d'armes chimiques. Mais bien sûr, une fois que le gouvernement syrien s'est effondré et qu'il est parti à Moscou Assad, qu'est-il arrivé? Il n'y avait plus d'armes chimiques.
Et aucun journaliste ne pose de questions à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, je pensais être un complotiste parce que je soutenais qu'il n'avait pas un énorme stock d'armes chimiques restant. Mais la Mercedes-Benz, le Tupolev 2, il suffit de faire le lien et de se rendre compte que, oui, peut-être que ce que le gouvernement et les médias nous disent pendant les guerres n'est pas toujours exact. Exactement. Et l'ironie, bien sûr, c'est que l'Occident a donné des armes chimiques à Saddam Hussein. Ils lui ont fourni les renseignements militaires pour les utiliser. Ils lui ont offert la couverture politique pour s'en servir. Et il les a utilisés massivement, tuant de nombreux Iraniens et de nombreux Irakiens. La ville de Halabja, j'y étais peu après l'attaque. Certains chiffres avancent que 6500 personnes sont mortes ce jour-là à Halabja lors d'une seule attaque. Quand je suis arrivé, tous les corps avaient disparu, mais je me souviens avoir visité cette vieille ville. C'est une plus grande ville aujourd'hui. Mais le fait est que l'Occident leur a donné ces armes, et maintenant, ils se plaignent de la Syrie. Mais en Irak, où ils avaient les armes, ils les ont détruites après la Première Guerre. Nous savions tous qu'il n'y avait pas d'armes. J'ai participé à la manifestation anti-guerre à Londres avant l'attaque contre l'Irak. Nous savions qu'il n'y avait pas d'armes chimiques. En tant qu'Iraniens, les Iraniens étaient contre la guerre. Ils protestaient contre la guerre. Ils disaient que c'était illégitime. J'ai été victime d'armes chimiques et j'étais dans les rues de Londres en disant « Non, il n'y a pas d'armes chimiques. Ne mentez pas. » En Syrie, ils n'ont jamais utilisé d'armes chimiques. Et en Irak, ils les utilisaient jour et nuit. En Syrie, ils n'ont jamais utilisé d'armes chimiques. Ils ont fabriqué cette histoire. Une fois qu'il est parti, l'histoire a simplement disparu. D'accord. Eh bien, maintenant qu'il est parti, dis-nous où ils étaient. Apparemment, il les a mis dans une valise. Dans l'avion pour Moscou. Dans l'avion pour Moscou. Mais je trouve fascinant que lorsqu'il n'y a plus de bons récits à raconter, la solution soit n'en parlons plus. C'est la solution Nord Stream. Une fois qu'ils ont découvert que c'était soit les Américains, soit les Ukrainiens, alors, arrêtons simplement d'en parler parce qu'il n'y a plus de belles histoires à entendre. Donc c'est fascinant. Rien de bon n'en sortira. Et aussi la prison, vous savez, où toute la loi César contre la Syrie, qui a affamé le pays et détruit la Syrie. Elle est toujours utilisée pour affamer la Syrie. Les Américains, eux, n'ont pas abrogé la loi. À l'époque, c'était à cause de toutes ces, vous savez, ces prisons. Eh bien, où est la prison? Où est-ce que c'est? Vous savez, ils ont... Je veux dire, je ne vais pas dire que la Syrie était une sorte d'utopie où personne n'était tué. Au bout du compte, c'était un régime baathiste. En tant qu'Iranien, on ne peut jamais être fan du baathisme parce que nous avons combattu Saddam Hussein. La Syrie était très différente de l'Irak. Et ce n'était pas aussi brutal. Mais évidemment, le gouvernement syrien valait mieux que Daesh. Évidemment, le gouvernement syrien était préférable à Al-Qaïda. Et donc, vous savez, ils ont menti sur toutes ces choses, sur ces prisonniers et les armes chimiques. En gros, c'était pour renverser la Syrie. Cela a fait de la Syrie ce qu'elle est aujourd'hui. L'objectif depuis le premier jour était de balkaniser la Syrie, et c'est exactement ce qu'ils font. Tout ce qui se passe actuellement, Seyed l'avait naturellement prédit, et il l'a dit à de nombreuses reprises. Les gens réécoutent ses discours et les mettent en ligne. Bien sûr, beaucoup de ces contenus sont supprimés ou font l'objet d'un shadow banning. Mais tout ce qu'il a dit s'est avéré exact. C'est la recette classique de toute bonne propagande. Si vous vous opposez au bombardement de l'Irak, alors vous prenez le parti de Saddam Hussein.
Si vous vous opposez à la destruction de la Libye, vous prenez le parti de Kadhafi. Si vous vous opposez à la destruction de la Syrie, alors vous êtes un assadiste. Je veux dire, il n'y a absolument aucune place pour la nuance. Vous savez, Glenn, j'ai été blessé par balle pendant la guerre. J'ai été touché par les forces irakiennes. J'ai survécu à 2 attaques chimiques. J'ai été blessé par balle pendant la guerre. Et j'ai participé à toutes les manifestations anti-guerre auxquelles je pouvais prendre part pendant la guerre en Irak. Oui, si je devais choisir entre protester contre la guerre menée contre Saddam Hussein, je le ferais, car l'Occident n'a plus aucune légitimité pour le faire. Ces dirigeants de régime sont pires que Saddam Hussein, car ce sont eux qui ont créé Saddam Hussein. Et puis, quand ils ne l'aiment plus, ils se retournent contre lui. Mais ce sont eux qui l'ont créé. Ce sont eux qui ont démoli le califat. Donc oui, je protesterai, et je protesterai contre la Libye, et je protesterai contre la Syrie. Mais oui, ils utilisent cette propagande pour tromper les gens ordinaires, ou les gens naïfs, ou ceux qui ont une certaine haine sectaire, ou une haine religieuse, ou une haine raciale. C'est ainsi qu'ils divisent pour mieux régner. Et ils ont fait la même chose en Syrie. Mais je veux dire, laissez-moi vous donner l'exemple de l'Iran. Dès que les Israéliens ont mené cette guerre non provoquée contre l'Irak, vous avez vu le récit sur l'Iran. Ils ont commencé à construire un discours anti-iranien en Occident. Ça a toujours été anti-iranien. Mais vous avez vu CNN. Quelqu'un m'a envoyé un extrait de CNN. Il parlait de cellules dormantes aux États-Unis, disant que les Iraniens avaient des cellules dormantes. C'est CNN qui déteste Trump. Alors, que faisaient-ils? Ils essayaient de préparer le terrain pour que les Américains ordinaires ne protestent pas contre la guerre. Et puis j'étais sur, comment s'appelle-t-il, l'émission de Piers Morgan, la dernière fois que j'y suis allé. Il a été très désagréable. Et il ne me laissait pas parler. Et ma connexion n'était pas bonne non plus, parce qu'ils ont ralenti l'Internet en Iran pour des raisons de sécurité. Mais il a lu cette liste de choses horribles que fait l'Iran, à quel point ils sont mauvais. Vous savez, ils frappent les femmes, ils font ceci, ils font cela. Il n'est jamais allé en Iran. Je l'avais invité, et il a refusé. Mais vous êtes allé en Iran. C'est un endroit fantastique. C'est un pays merveilleux. Mais en tout cas, lui, des gens comme Piers Morgan, préparaient le terrain pour légitimer la guerre. C'est ce que font les médias occidentaux. Ils commencent donc à s'acharner sur l'Iran parce qu'ils sont un peu comme l'artillerie. Ce sont l'artillerie médiatique. Ils pilonnent la position ennemie pour légitimer l'attaque. C'est ce qu'ils ont fait avec la Syrie. À Gaza, toute cette supercherie, les mensonges sur les viols et les décapitations d'enfants, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je veux dire, après 3 ou 4 jours, on le saurait. Peut-être que pendant les premières 48 heures, les gens se laissaient berner. Mais après 2 ou 3 jours, les gens se demanderaient, bon d'accord, où sont les corps? Où sont les enfants? Où sont les femmes mortes à qui on aurait coupé les seins, ou peu importe? Vous vous souvenez de tout ça? Elles n'existaient pas. Mais ils ont continué à le répéter pendant des mois. Et même maintenant, Trump le dit encore. Et Piers Morgan, quand j'étais dans son émission, il le répétait encore des mois plus tard. Pourquoi? Parce qu'il prépare le terrain pour la guerre. Il prépare le terrain pour la guerre, pour le génocide, pour les massacres de masse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce qu'ils ont fait en Libye. Ils n'aimaient pas Kadhafi. Mais souvenez-vous des accusations qui ont été faites qu'il allait, comment dire, quels sont ces médicaments qu'on donne pour, vous savez, violer? Oui, du Viagra et tout ça. Bon, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils utilisent juste la propagande. Une fois que c'est fini, vous savez, nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. Et ils passent à autre chose. Et puis 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils font? 30 ans plus tard, ils révèlent la vérité. Dans les livres d'histoire, ils finissent par dire,
Eh bien, c'était il y a longtemps. Et puis, vous savez, ils créent, ils renforcent cette façade d'ouverture et tout le reste. Mais au moment où ça se passe, vous n'entendez rien de tout cela. Eh bien, vous avez mentionné la stratégie du diviser pour mieux régner. Cela m'amène à ma dernière question, car ce qu'Israël a généralement fait avec beaucoup de succès, c'est d'isoler un pays de la région et de s'en prendre à lui. Les États-Unis, dans une large mesure, font la même chose, ce qui explique pourquoi une critique majeure est qu'ils s'en prennent maintenant à l'Iran, à la Chine et à la Russie en même temps, que cela fait partie de leur recette pour le désastre. D'habitude, on essaie d'apaiser les autres, d'expliquer que, vous savez, nous sommes les meilleurs amis du monde et qu'il faut juste éliminer ce type-là. Mais en s'attaquant aussi à l'Iran maintenant, cela semble s'étendre. Et j'ai remarqué que vous aviez également commenté ce point, que le port de Chabahar en Iran, qui est construit et financé par l'Inde, est désormais aussi visé par des sanctions. Je veux dire, c'est un projet stratégique clé pour l'Inde, non seulement pour se connecter avec l'Iran, mais aussi avec l'Asie centrale et la Russie. Comment interprétez-vous cela? Quelle est la signification du fait de s'en prendre au port iranien financé par l'Inde? Je pense que les États-Unis, une fois de plus, sont déconnectés de la réalité. Ce qu'ils ont fait, c'est pas seulement cela, ce sont aussi les visas liés à Chabahar, et bien sûr les tarifs douaniers, et ainsi de suite. Comme nous en avons discuté avec nos collègues indiens ici, je viens justement de parler à un collègue indien il y a 1 ou 2 heures à propos de la situation. Et il m'a dit que l'état d'esprit en Inde avait radicalement changé à l'égard des États-Unis. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir, car tout est tellement instable. Mais même si ce ne sont pas forcément de bonnes nouvelles, que cela soit sanctionné, je pense que plus les États-Unis s'isolent, mieux c'est pour le reste du monde. Donc leur posture agressive envers l'Inde, envers le Brésil, est, je pense, à long terme bénéfique pour l'Irak, pour la Russie, pour la Chine, pour la résistance. Je veux dire, le Brésil, je pense, sera aussi forcé de se rapprocher de cette position. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire pour de nombreuses raisons au cours de l'année écoulée. Donc je suis optimiste. Je sais que la route à venir sera sanglante. Le régime israélien nous attaquera. Peut-être que les Américains s'impliqueront. Et les Israéliens ciblent les civils. Ils visent des innocents, ils massacrent des gens. Nous l'avons déjà vu à Téhéran, nous l'avons vu au Liban, au Yémen, à Gaza, chaque jour, jour et nuit. Mais je pense qu'au final, ils échouent. Et tu sais, Glenn, une des choses que je trouve intéressante, c'est à quel point l'Iran est devenu populaire. Les Américains et leurs alliés dans la région, parmi lesquels le Qatar, l'Arabie saoudite et d'autres, avec toute leur richesse, œuvrent contre l'Iran depuis des décennies. Le Qatar dispose d'un immense réseau de centres religieux, de centres culturels et de médias. Les Saoudiens et d'autres, les Émirats, diabolisent l'Iran depuis des décennies. Il y a eu de la désinformation sur les Iraniens, sur les chiites, des tentatives de diviser chiites et sunnites, sur la race, sur tout, simplement pour créer de la haine envers l'Iran. Et bien sûr, les médias occidentaux présentent l'Iran comme arriéré et maléfique. C'est paradoxal, car en même temps, l'Iran est corrompu, il est maléfique, le peuple le déteste, il est sur le point de s'effondrer, il ne peut pas gérer ses propres affaires. Mais c'est une menace croissante. Je ne comprends pas comment on peut être les deux à la fois. Vous êtes une menace croissante, mais vous implosez aussi de l'intérieur. Laquelle est-ce? Mais puisque les deux sont négatifs, tous ces récits sont négatifs, même s'ils sont incohérents, ils sont crédibles, parce que les gens se disent, eh bien, oui, c'est mauvais, donc ça doit être vrai. C'est négatif, donc ça doit être vrai. Mais tout cela s'effondre.
Lors de cette conférence, quand je rencontre des gens, et ailleurs, quand je parle à des collègues, ou quand les gens communiquent, ou quand je vois les réactions à certaines de mes interviews ou interventions, je constate que l'attitude envers l'Iran a complètement changé. Les gens soutiennent l'Iran, et ils sont hostiles envers Israël. Les gens soutiennent la Palestine, et ils sont hostiles envers le sionisme. Je pense que le plus grand changement que nous observons est l'effondrement de ces récits. Des récits qui existent, en réalité, sous différentes formes depuis des centaines d'années. Si l'on regarde la société occidentale, à mesure que son hégémonie s'est accrue et que de nouvelles technologies sont apparues, ces récits se sont répandus à l'échelle mondiale. Ils ont influencé la façon dont nous nous percevions. Ils ont influencé la façon dont nous percevions les Russes. Ils ont influencé la façon dont nous percevions les Chinois. Ils ont influencé la façon dont les Chinois nous percevaient. Mais beaucoup de ces récits s'effondrent aujourd'hui, je le constate. Les 2 dernières années ont vu un changement énorme, et surtout les 2 dernières semaines.